toile en toile, de sculpture en sculpture. Je me limiterai à cette salle et je vais présenter Colette, que je connais depuis bien 13 ans quand même, dans 10 ans. 7 ans. Ah, 7 ans avant, 9 ans, 2 ans avant, 9 ans. Voilà, donc longue amitié. Et en fait, on est tout heureux ensemble de vous présenter ceci. Voilà, donc ce que j'aimerais dire, c'est que c'est non seulement une grande joie, mais aussi un privilège, parce que vous avez une œuvre de qualité incroyable, comme par exemple ce sage, comme par exemple la puissance ou l'étirement. 3 œuvres, vous voyez, c'est une sorte de magie du corps, alliée à l'esprit, cette espèce de tension, cet élan vers le haut, et à la fois ce corps poussé aux limites de son effort. On a toujours ça chez Colette, avec à la fois un bronze, avec à la fois des terres cuites teintées, qui nous donnent des aspects de marbre assez sublimes. Hein. Vous pouvez voir les subtilités de teinte. Et cette magie du corps et de l'esprit, justement, c'est comme une alchimie de toute son œuvre, et ça nous plonge dans un monde à découvrir. Je dirais que c'est un parcours artistique, le sien, phénoménal, parce qu'en 13 ans, elle a créé une œuvre vraiment immense. Et le petit échantillonnage que vous avez là peut vous le montrer. 13 ans, c'est très court pour une œuvre aussi complète, aussi bien picturale que sculpturale. Elle a commencé la sculpture à 48 ans et la peinture à 53 ans, donc c'est très tardif. Et en fait, c'est parti comme un embrasement, comme ce que nous voyons sur ses murs. Et il faut en fait, dit un poète, toute une vie pour créer une œuvre. C'est vrai que c'est l'aboutissement de tout un apprentissage, de toute une quête, de toute une conquête sur des techniques qu'elle a apprises, passant en fait de la terre cuite au bronze, ensuite après à la peinture, à la pâte de verre, maintenant au raku, donc des techniques qu'elle domine avec talent, et c'est en effet quelque chose qui nous séduit. Alors je commencerai par ce côté avec ses mains en recueillement, ses mains qui ramassent, ses mains qui pointent, ou ses mains qui se serrent. Et ces mains, c'est en fait ses premiers outils, dont les bacs à sable. Elle a commencé en fait à travailler le sable. Ensuite, après, elle a aussi essayé de toujours créer quelque chose. Elle était fascinée par, dit-elle, vous avez son texte que je vous ai photocopié, elle a fait un magnifique texte. Elle dit donc elle avait un goût très prononcé pour les beaux objets, les bijoux, les papiers colorés, les billes, qui ont exercé une grande fascination. Et ça a été la graine de l'art qui a été déposée. Et il ne restait plus que le terrain favorable pour le faire grandir. Et en fait, elle a en effet toujours eu cette fascination pour la création, quelle qu'elle soit. Et tout ce qu'elle touchait, en fait, ça devenait de l'art. Et ce que vous avez ici, ce sont des mains qui nous parlent de ces instruments merveilleux qui font tant de choses dans notre vie et qui sont les premiers instruments du sculpteur, du modeleur. Et quand elle a commencé à modeler, tardivement, comme je vous ai dit, ça a été vraiment un enchantement. Elle a eu une sorte de déclic. Et cette impression, cet émerveillement qu'elle a eu en modelant ne l'a jamais quittée. C'est de la même intensité au départ comme ça a été après. Et ça me fait penser à Rodin, qui lui aussi, quand il a commencé à sculpter, après 50 ans aussi d'apprentissage et tout, il a en fait, pas seulement d'apprentissage, mais de petits métiers, il a dit j'étais monté au 7e ciel. En fait, c'est un peu ce qui t'est arrivé, Colette. Alors, je vous parle juste d'une anecdote, c'est qu'en fait, qui me concerne, dont je suis l'actrice, c'est qu'elle avait exposé à la bibliothèque cantonale universitaire. Et puis, il y avait des mains comme celle-ci, j'étais fascinée, et je vais vers elle et je lui demande de quel musée proviennent ces œuvres. En fait, je ne suis pas néophyte dans la matière, donc je suis historienne de l'art, je travaille dans un musée, j'en ai vu vraiment beaucoup dans le monde entier,
Mais je trouvais ça tellement fort, il y avait quelque chose qui me fascinait. Et elle m'a bien sûr, avec sa modestie, regardée avec de grands yeux ébahis. Et ça a été le début de notre amitié et de mon attachement et admiration inconditionnelle à son œuvre. Voilà, donc des mains qui parlent. Et puis, après un atelier de modelage, il y a des choses qui s'imbriquent les unes après les autres. Cette conquête sur elle-même, sur le temps aussi, puisqu'elle travaille, elle travaille dans une bibliothèque, elle élève ses enfants, enfin elle a beaucoup d'activités, et à côté de ça, elle essaye en fait de grappiller quelques moments pour pouvoir créer quand même. Et il va y avoir un enchaînement de choses, beaucoup de choses qui vont venir. Tout d'abord un atelier personnel qu'elle va avoir. Ensuite, après, une participation au concours Sando en 97, dont ceci est une petite partie, et ça s'appelle Renaissance. Et en fait, après aussi, l'inauguration de la plaque commémorative à la salle Paderewski, au Casino Montbenon, d'un médaillon de Paderewski. Vous verrez, il y a un classeur, je crois, que tu as mis pour montrer tous les médaillons, je pense, pour montrer, voilà. Alors, j'ai rien dit. Bon. La photo, voilà, la photo c'est déjà quelque chose, et si vous voulez, vous pourrez aller à Montbenon, vous verrez cette œuvre qui est une œuvre de commande. Et donc, ensuite, une exposition à Art-Espace, beaucoup d'ateliers pour développer ces techniques, et finalement cette exposition ici. Donc, un parcours que vous pouvez voir. Et rien que ceci, Introspection, qui est un plâtre teinté au thé, où on a vraiment cette recherche intérieure. C'est un peu ça, la sculpture, c'est une recherche sur elle-même. Elle essaye de puiser en elle-même et donner toute la force de sa projection. Et chaque toile, en fait, est comme une espèce de projection de ses états d'âme, avec ce tourbillon qui nous entraîne et qui nous force sans cesse quand même à nous remettre en question. Mais une des choses qui a été très importante dans tout son parcours, elle le dit, c'est la nature qu'elle a découverte en Haute-Savoie, d'où elle est originaire, avec sa famille, ses sœurs et ses parents. Et en fait, la nature a toujours été une source de contemplation, de plénitude, et ça se reflète dans ses toiles comme dans ses œuvres. Et on peut le voir déjà au fil de cette vibration au fil de ces toiles. Voilà, et en fait, là, vous avez d'autres sculptures aussi teintées. On a mis un miroir, on pouvait les tourner. Il faut savoir un peu regarder tout autour ces sculptures. Et ce qu'elle aime beaucoup, c'est l'homme en action ou l'homme au repos, l'homme avant qu'il se mette en action, avec cette espèce de suspension, d'instantanéité que vous voyez là. Je dirais que son œuvre, c'est une quête et une conquête, une quête d'un absolu, d'une espèce justement de plénitude qu'elle retrouve dans la nature, et puis une conquête sur elle-même, sur la vie de tous les jours. Et son nom, si vous le savez, vient de Victoire, Luquet, qui veut dire victoire, et la patronne Sainte Colette est la patronne des charpentiers. Donc ses parents avaient bien pensé en la baptisant Colette, c'était déjà une prédestination. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que comme Zhao Wulki le dit, qui est un peintre chinois contemporain et que Colette apprécie énormément, donc je le cite parce que c'est quelque chose dont elle m'a parlé. En fait, pour Zhao Wulki, l'aventure de la peinture n'est qu'un souffle, comme un peu dans cette toile. On a un souffle qui passe comme ça. Ça nous fait penser à Turner, avec cette espèce de tournoiement, avec ces tours qui nous font penser à Westminster un peu. On est vraiment embrasé. Et je dirais, l'aventure de la peinture, comme dit Zhao Wulki, n'est que souffle, seul compte le chemin parcouru. Le peintre est un chamelier pour qui ne compte que le mouvement de la caravane à travers le désert. Peindre, c'est partir à la recherche de ce mouvement, de ce rythme. C'est pas en fait la peinture, c'est tout ce qui nous amène au tableau qui est important, et c'est un peu ton credo à toi, ce cheminement de caravane. Et là, en fait, on a dans cette toile un élan, une sorte de souffle aussi. Tu l'as trouvé dans une compagnie qui sont
anciens de Béjar, voilà, la nomade, qui intitulait ainsi, et tu trouvais qu'il y avait un élan, une sorte de jet dans l'effort et à la fois dans la beauté, et ça a été quelque chose qui t'a fortement inspiré. Le mouvement est quelque chose de très important aussi dans ta peinture, et je dirais, il y a aussi la matière, parce que ce que vous voyez là, ce sous-bois magnifique, et toutes ces œuvres, en fait, sont proches de la sculpture, puisqu'elles travaillent avec des matières comme la cendre, comme le sable, comme la terre ou comme le sucre, par exemple, qu'elle projette sur la toile, et ensuite elle peint par-dessus et ça donne ces reflets, ces vibrations. Et encore une fois, on peut penser à Zawicki qui dit « Mais la peinture, c'est une vibration, ce n'est que vibration ». Et on a vraiment cette impression-là, même avec aussi cette très belle sculpture zébrée et ce passage de lumière en raie comme ceci, c'est vraiment super. Aussi cette belle africaine, inimitable, qui en percute avec ce côté très brut et à la fois très noble qu'elle a su imprimer. Mais elle dit, face aux événements de tous les jours, elle est très sensible, elle est bien sûr heurtée, et on est tous très vulnérables. Cette petite boule qui est en fait un personnage naissance, c'est nous qui nous mettons en hérisson, qui nous recroquevillons face aux événements, comme par exemple ceux de Kosovo que vous avez là, exprimé avec ce rouge, avec ce flamboiement, avec cette espèce d'incendie et cette boule en feu qui tourne et qui s'embrase. Mouvement encore qu'on retrouve ici et qu'on retrouve là avec cette culbute des sumo, des choses qu'elle adore. Elle dit que ces grands personnages tellement en masse, hein, près de 200 kilos, qui sont là avec ces corps bedonnants, mais qui quand même arrivent à se mettre en mouvement avec une grâce incroyable, surprenante, et c'est ce qu'elle a voulu marquer dans ce bronze, un bronze donc à l'acier perdu, comme vous avez vu, et avec des patines qui sont vraiment superbes. Mais Colette est quelqu'un qui a toujours beaucoup travaillé les transparences. Transparence déjà dans la peinture, transparence dans les bronzes avec ses patines, aussi dans ses teintures que vous pouvez voir, mais aussi dans le verre. C'est une passion, le verre, pour elle. Vous pouvez le voir même dans ces très beaux pastels. On a souvent des coupes de verre ou des vases avec ces reflets. Et là, vous avez en fait du verre qui a été teinté à la grisaille. Donc c'est une peinture vitrifiable qui est faite de fer de cuivre et qui, depuis le Moyen-Âge, est utilisée pour suggérer les ombres et les modeler dans des vitraux. Et en fait, là, elle suggère une grotte. Une grotte, on entre dans cette grotte, ici, et on trouve tout d'un coup des stalagmites et des stalagmites, et on est complètement niché dans ce monde, et c'est en fait une œuvre toute simple, mais d'une très très grande beauté, une technique encore qu'elle a expérimentée. Et là, vous retrouvez toujours ces chatoiements de couleurs. On avait aussi ici, avec ce rouge, on passe dans d'autres teintes. On a voulu garder des mauves, des bleus. Et je dirais la couleur chez Colette est quelque chose de central. C'est quelque chose même de vital. C'est ce qui l'a fait un peu avancer. Et ça me fait penser à Kupka, un autre peintre tchèque, qui disait « Revêtons le maillot de la couleur, que serait le monde sans la couleur ?» Et Colette est tout à fait de cet avis. Pour elle, la couleur est vibration et elle vous apporte des ondes de bonheur. Et là, vous avez un feu d'artifice incroyable avec ces jets et ce bronze, cette poudre de bronze qu'elle a giclée parce qu'elle travaille beaucoup avec du draping. Hein, ça, c'est très moderne. C'est-à-dire qu'elle jette la peinture comme ceci, comme un jet, et ça donne cet effet d'embrasement. Ici, une pierre olaire d'Éric qui nous rappelle un peu des profils péruviens, et on retrouve des transparences qu'on avait dans ces tableaux colorés avec éveil bleu, étreinte bleue, et là nous avons de la pâte de verre. La pâte de verre est vraiment, vous avez une fiche que vous pouvez voir après avec toutes sortes de techniques. Si vous n'avez pas compris et que ça va être trop vite,
La technique de la pâte de verre, donc c'est une technique qui date de l'Antiquité et c'est quelque chose qui est très long puisque pour faire une œuvre comme celle-ci, il faut au minimum 48 heures de travail. Donc quand on voit les prix des pâtes de verre, on se dit pourquoi. Il y a en fait, par rapport au bronze, 20% de plus, mais c'est tout ce travail et aussi le coût du verre, de la frite de verre. Et c'est un miracle, une pâte de verre, parce que c'est beaucoup de verre avec très peu de couleurs. Et il faut savoir doser les couleurs comme si vous aviez une carte. Et regardez ça, c'est absolument magique. Je remets juste ça qui est mal. Regardez cet éveil bleu, vous pourrez le voir tout à l'heure. Vous avez une petite jeune fille avec une chevelure qui est zébrée de bleu plus foncé, la petite oreille qui est aussi dégagée, et le visage ourlé. Par exemple, on dirait qu'elle a du maquillage sur les paupières. Et ça, il faut vous imaginer comment c'est fait. Donc, elle fait d'abord une petite sculpture en cire et elle met un moule tout autour. Enfin, c'est tout un procédé que je ne vais pas vous expliquer en détail. Et ensuite, elle fait couler la cire et le verre qui a été collé à la cire s'écoule aussi. Et donc, on doit mettre un peu comme un grand cuisinier une petite pincée de la frite plutôt d'oxyde métallique, qui est en l'occurrence d'oxyde de cuivre pour le bleu, qui va colorer cette frite de verre qui va couler dans le moule. Et donc c'est quelque chose de vraiment de magique qui correspond à ce que vous avez là. L'éveil bleu, on a vraiment un coup de cygne de cette jeune fille qui nous rappelle un peu l'art nouveau, comme si elle était assoupie dans un songe. Et puis ici, vous avez une étreinte bleue, une sorte de danse, qui peut rappeler aussi l'étreinte de Camille Claudel, si vous l'avez en mémoire. Et puis une belle Danaïde en cristal, alors, c'est une pâte de cristal, où on a plus de brillance. Et vous avez vraiment cette Danaïde levée magnifique, avec toujours de magnifiques dos et de magnifiques fesses, il faut le dire, dans toutes les sculptures que vous avez. Vous pouvez voir vraiment qu'elle... Et par exemple, cette cigale, les petites teintes bleues ont été admirablement bien placées, et là aussi, c'est assez difficile. Clair d'amour, c'est une très belle œuvre. Ça parle du grand cœur de Colette, très généreuse, très proche des siens. Elle dit qu'elle s'est inspirée un jour d'une vision qu'elle avait de son fils qui était dans le jardin. Et à travers la fenêtre, elle a imaginé ce clair d'amour. Et on peut y voir dans ce clair d'amour une poésie chagalienne, c'est-à-dire avec déjà les teintes, avec cette espèce de mouvement et cette espèce de spirale de l'amour. Mais si vous connaissiez Colette, vous pourriez tout à fait voir que ça lui ressemble énormément, parce qu'elle entoure vraiment tous les gens qu'elle aime de cet amour tournoyant. Et c'est assez important ce côté chagalien de son œuvre, parce que ça ressort très fortement. Ici, c'est plutôt un hommage à Monet, avec une cascade, avec des nymphéas suggérés, et puis une Bretagne qui sont travaillées comme des mosaïques, et cette espèce de fascination qu'elle avait pour ces petites maisons blanches dans cette grande verdure, et cette frise de la mer qui apparaît dans le fond. Une très belle main aussi, tout en bronze, cuivré un petit peu, et puis un nouvel éveil, mais qui est en bronze, que vous pouvez voir là. Mais maintenant, nous allons terminer avec cette dernière partie, et la technique nouvelle qu'elle a expérimentée, les techniques nouvelles qu'elle a expérimentées, parce qu'elle est toute petite, mais qui aussi nous parle des poses essentielles de la vie. Là, c'est une nouvelle technique qu'elle expérimente avec... Adore, surtout les dates.
comme ça, en apothéose, c'est sympa. Ouais, c'est pas des vernissages courants. Il a juste peur que ça ne se fasse. Oui, il la regarde. Oui, il a reçu une coupe, une médaille. À Évian et à Lausanne. Oui, maintenant ça va. Il est un peu vieux, on peut plus comprendre. Il a quel âge? Il a